Dans l'actualité des idées aujourd'hui, on se glisse dans la peau et les pas d'un exilé avec notre invité, le journaliste canadien et américain Mathieu Aikins, grand reporter en Afghanistan et au Moyen-Orient. Il collabore au New York Times Magazine, à Rolling Stone également. Il s'est fait remarquer notamment pour ses articles documentant les crimes de guerre en Afghanistan où il a été longtemps correspondant. Dans un livre qui vient de paraître aux éditions Seuil Sous-sol, Les humbles ne craignent pas l'eau, il raconte la dangereuse odyssée vers l'Europe de Omar, son fixeur et interprète afghan, en miroir à celle de millions de réfugiés. Pour comprendre ce que traversent ces hommes, ces femmes, ces enfants parfois aussi, poussés par la guerre à quitter leur pays, Mathieu Aikins a pris la route de l'exil avec Omar, de Kaboul vers l'Europe. C'était en 2016, en plein pendant le pic de la crise des réfugiés 2015-2016. Depuis, les troupes américaines se sont retirées d'Afghanistan et Kaboul est tombé aux mains des talibans. Bonjour à vous, Mathieu Aikins. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La guerre en Ukraine a détourné les regards d'Afghanistan, hein. C'est un pays que vous connaissez bien. Quelles sont les nouvelles qui vous reviennent d'Afghanistan pour l'instant, qui vous arrivent? Bon, je suis retourné en Afghanistan cet été. J'étais là pour 5 mois pendant la chute du gouvernement. J'ai resté pour couvrir les nouvelles, l'actualité. Et en novembre, je suis allé à la frontière iranienne où il y avait une nouvelle vague d'Afghans qui fuyaient leur pays, hein, de réfugiés qui quittaient leur pays. Donc, c'est vraiment une crise économique qui est en train de passer en Afghanistan et les Afghans, ils commencent à quitter leur pays encore. Le fait que les caméras, beaucoup de journalistes soient partis parce que la situation était dangereuse, que les caméras se soient retirées aussi, qu'aujourd'hui l'attention internationale soit tournée plutôt vers l'Ukraine et la Russie, laisse l'Afghanistan aussi dans une zone d'ombre de l'actualité. Est-ce que là, en ce début de printemps, vous avez des nouvelles un peu récentes de comment ça se passe? Presque un an depuis la reprise de Kaboul par les talibans. Bien sûr, ça fait une semaine que les talibans, ils ont promis en fait de laisser les filles retourner à l'école secondaire. Et ils n'ont pas gardé cette promesse. Donc, on a maintenant une situation où le peuple afghan, ils sont un peu comme des otages à ce régime fondamentaliste. Hmm. Crise humanitaire, déplacement à l'intérieur du pays en raison du conflit et départ à l'étranger de tous ceux qui ont pu prendre la fuite pour l'Afghanistan aujourd'hui. C'est un pays qui est pour l'instant vidé d'une partie de ses forces vives. C'est un pays sans avenir, à vos yeux, Mathieu Aikins. Ben, le problème, c'est qu'en Afghanistan, nous avons, au bout de 2 décennies, on a créé un gouvernement, un État qui était complètement dépendant sur un appui de l'extérieur, un appui international, un soutien financier. Et de couper cet appui, ça a eu des conséquences très prévenables. C'est l'écroulement, les déconfiture de l'État et aussi une crise économique où la moitié de la population afghane sont en risque de la faim selon l'ONU. Hmm. Et c'était déjà un pays très fragile quand vous y étiez, avant même le départ d'Omar que vous avez suivi et que vous racontez dans ce livre, on y vient. Vous parliez d'un Afghanistan qui était presque un État médiéval, hein. C'est l'adjectif que vous employez sur la structure. Oui, on pourrait dire que où la souveraineté de l'État afghan, ça ressemblait plus à un système de routes et de zones de contrôle par rapport à les routes principales qui connectent les villes du pays. Hmm. Omar, il était interprète, traducteur, chauffeur aussi. Il a travaillé avec vous. Avant, il travaillait pour l'armée américaine pour traduire, là encore. Et il a, à un moment, souhaité travailler du côté de l'information avec des journalistes. Et c'est comme ça, quand vous étiez en poste, vous, en Afghanistan, que vous vous êtes rencontrés. Qui est Omar? Comment vous pouvez nous le décrire, nous raconter? Omar, c'est un de mes premiers amis en Afghanistan. Je l'ai rencontré en 2009 quand je suis allé comme journaliste et il a voulu devenir journaliste, interprète pour des journalistes aussi. Donc, nous avons fait une mission ensemble à Kandahar, on a fait des reportages. Ensuite, j'ai vécu à Kaboul et au bout des années, j'ai
j'ai très bien connu lui et sa famille aussi. Donc, c'était un ami, quelqu'un que je baladais en ville avec. On faisait des reportages, des voyages ensemble. Nous avons devenu très bien amis, mais il a en fait voulu quitter son pays pour longtemps. Il a pensé qu'il allait pouvoir immigrer avec un de ces visas que donne le gouvernement américain à des anciens employés afghans, irakiens. Mais il a pas réussi, il n'avait pas assez de documents. Donc, il a été rejeté en 2015 et c'est là l'instant où il a décidé de prendre la route des passeurs. Alors, il y a deux choses. Il y a pourquoi est-ce qu'il va décider de partir? Pourquoi est-ce qu'il pensait que sa vie était ailleurs à ce moment-là, 2015-2016, au moment où il fait le choix de partir? Il avait envie de fuir une situation ou de trouver autre chose? En fait, c'est pas l'un ni l'autre, c'est les deux. Mhm. Ils sont mixtes. Et c'est vrai que Omar, depuis son enfance, c'était quelqu'un qui regardait l'Occident, la vie en Occident, avec beaucoup d'envie. Il voulait avoir un avenir. C'était quelqu'un qui a grandi comme un exilé en Iran et au Pakistan, une famille très pauvre. Donc, il voulait avoir une éducation, il voulait avoir un futur, il pensait à immigrer, il cherchait un moyen. Mais lui et sa famille, ils ont retourné en Afghanistan après 2001. Ils étaient parmi les millions d'Afghans qui ont retourné, qui avaient beaucoup d'espoir à cette époque pour une nouvelle ère de développement et de paix qui était promis par l'Occident. Mais quand il a vu que la situation devenue de plus en plus pire en Afghanistan, que la guerre devenue de plus en plus violente, là, il était un peu poussé à partir aussi. Donc, c'est les deux. C'est l'espoir d'une meilleure vie, mais aussi la guerre, la risque d'être tué par le Taliban parce qu'il a aidé les forces internationales. Mhm. Il a quel âge à ce moment-là, quand il décide de Omar, il a partir? presque, à ce moment-là, il avait à peu près 34. Et vous? Euh, Aujourd'hui, vous avez combien? Moi, j'ai 37. Donc, je 37. suis Vous avez presque le même âge tous les deux. Oui, il a Mm. quelques années sur moi. De Donc, plus il que est vous. l'aîné, ouais. Voilà, il y a aussi le contexte, hein, parce que vous le disiez et vous l'écrivez, 2015-2016, on assiste à ce moment-là au plus grand mouvement de réfugiés de l'histoire, 1 million de personnes qui vont traverser la Méditerranée. Un miracle s'était produit au cours de l'automne, racontez-vous, sous le poids des peuples, la frontière avait cédé. On est dans cette période particulière qu'on a aussi beaucoup raconté et perçue ici, vue d'Europe. On n'avait pas ce point de vue que vous transposez dans ce livre, Matthew Aikins, du côté de l'Afghanistan, dans le regard de ceux qui sont partis et venus ou ont cherché à venir en Europe. Alors comme pas mal d'anciens interprètes de la coalition internationale en Afghanistan, il va vivre aussi cette envie de partir et demander un visa qu'il ne va pas obtenir. On va écouter le témoignage d'un ancien interprète qui a travaillé pour l'armée américaine et qui vit aujourd'hui dans la peur des représailles depuis le retour des talibans. Témoignage sur France 24. Bien que j'ai des documents solides pour mon dossier, je ne sais pas pourquoi ils ne m'accordent pas de visa, pourquoi je finis toujours par recevoir une lettre de refus. Je ne suis pas seul dans ce cas, il y a des centaines d'autres interprètes qui sont dans la même situation. Voici un certificat de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant 9 mois. Je suis juste là. Dès que les troupes américaines se retireront d'Afghanistan, nous serons égorgés les uns après les autres. Peut-être que les talibans nous captureront d'abord, après ça ils nous tortureront, ensuite ils filmeront et publieront ça sur les réseaux sociaux. Voilà, en 2015, quand il cherche à partir, Omar est bloqué, comme cet interprète Ali. Alors lui, aujourd'hui, il est bloqué et presque oublié par les États-Unis pour lesquels il a travaillé auparavant comme traducteur, comme interprète. Et il n'avait pas pensé à garder tous les documents nécessaires pour faire cette demande de visa. Oui, en fait, c'était surtout ceux qui ils étaient dans les zones de combat, qui étaient dans les patrouilles, qui ne pensaient pas tellement à des documents, des papiers, qu'ils ont eu la difficulté plus tard. Résultat, refus. Pas de possibilité, pas de visa, pas de passeport pour partir, pas de visa des États-Unis. Il va donc, et vous l'évoquiez, choisir de prendre la route des passeurs. Vous décidez de l'accompagner. C'est tout l'objet de ce livre, Matthew Aikins aussi, mais pas comme journaliste, en étant l'un d'entre eux,
en immersion, infiltré comme on dit aujourd'hui, embedded presque. Votre physique va vous rendre la tâche plus facile, plus crédible? Oui, en fait, ce que j'ai découvert très vite quand je suis allé en Afghanistan, que j'avais un visage afghan, même si ma mère, elle est d'origine japonaise. Mon père est européen, canadien, donc... mais je ressemble à un Afghan et j'ai aussi appris le perse au bout des années en Afghanistan. Ah, oui, vous avez la peau mate, les cheveux sombres. Vous êtes le fils d'une mère américaine japonaise et d'un père canadien écossais. Vous apprenez le persan dans les années, en tout cas, où vous vivez aussi là-bas. Vous allez donc choisir de changer de démarche, de ne plus être journaliste, en tout cas sur le papier, mais d'être un migrant parmi les autres. Et vous l'écrivez, la peau est une surface opaque. C'est la langue qui nous trahit. Vous avez eu peur de ça? Vous vous êtes inventé du coup une histoire. Oui, il m'a fallu inventer une autre identité, une identité d'un jeune Afghan qui, comme mon ami Omar, quitte son pays à cause de la guerre. Et le risque des découvertes, c'était de soit arrêté, soit même enlevé parce que les passeurs sur la frontière sont liés des fois à des gangs criminels, le Taliban même. Donc, c'était très dangereux que je sois découvert, que mon identité soit découverte. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu confier ma vie dans les mains d'Omar. Les gangs des passeurs étaient des ravisseurs notoires, de mèche avec les talibans, écrivez-vous. S'ils découvraient que j'étais occidental, je représenterais alors plusieurs millions de dollars à leurs yeux. Redoutables aussi les autorités iraniennes qui, si elles découvraient votre identité, vous auraient probablement, dites-vous, racontez-vous, accusé d'espionnage. Quelle identité allez-vous vous forger? Vous le racontez dans le livre, vous allez vous appeler Habib, vous êtes né à Kaboul? Oui, je suis un jeune homme qui a travaillé dans un restaurant et qui a décidé de quitter son pays. En fait, c'était une histoire assez commune, assez simple. Vous avez grandi en Malaisie, pour expliquer un peu cet accent différent que vous pourriez avoir. Vous brûlez l'un de vos passeports pour être sûr qu'il ne soit pas découvert à l'occasion d'une fouille. Vous partez sans passeport. Oui, mais c'était pas tellement un problème parce que la majorité des réfugiés afghans, ils partent sans papier parce qu'ils vont être volés ou trouvés par la police. Donc, la plupart des réfugiés, ils arrivent sans papier. Qu'est-ce que vous emportez avec vous? Un téléphone portable? Ouais, un téléphone portable que j'ai acheté dans le marché à Kaboul, puis voilà. Qui vous permet quand même de prendre des notes aussi. Et chaque soir, vous prenez des notes et vous les envoyez par mail. C'était ça ma façon. J'ai pris à peu près 60 000 mots de notes au cours de ce voyage. C'était plus facile que je pensais parce que tout le monde a un smartphone ces jours-ci, les réfugiés. Ils sont sur Facebook, sur WhatsApp. Donc, personne ne remarquait que moi, j'écrivais beaucoup sur mon téléphone. Et il y a des grands moments d'attente, donc des moments où vous avez le temps d'écrire aussi. Oui, en fait, j'ai écrit que la migration, c'est un peu comme la guerre. C'est des longs moments d'ennui avec quelques instants de terreur. Entre les deux. Voilà pour ce début de métamorphose, de transformation qui va vous permettre donc de suivre Omar dans cet exil qu'il a décidé. Ce travestissement, ce changement d'identité, Mathieu Aikins, est-ce qu'il a aussi ouvert une réflexion, un questionnement sur votre propre identité? Ce qui fait aussi nos identités aujourd'hui au XXIe siècle? Bien sûr, je crois que notre identité, c'est quelque chose qu'on doit créer nous-mêmes. Il y a quelque chose de créatif. Et par exemple, mon identité, mes aïeux sont arrivés du Japon au commencement du XXe siècle. Et eux, ils ont devenu américains, des immigrants américains. Ils ont ils ont fait leur vie en Californie. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient enfermés dans des camps. Ils étaient emprisonnés, comme les autres Japonais aux États-Unis. Et donc, c'était une histoire que j'en pensais beaucoup quand j'étais dans le camp dans Lesvos, dans les camps sur les frontières de l'Europe, aujourd'hui, où les gens sont emprisonnés. Et comme j'écris dans le livre, nous sommes tous
nous avons tous des migrants comme ailleurs, d'une façon ou l'autre. Et donc, je crois dans ces histoires, on peut trouver quelque chose pour créer une nouvelle identité, une solidarité même avec des gens comme Omar. Mais c'est une chance aussi aujourd'hui de pouvoir se forger une identité, se créer une autre identité, ou en tout cas choisir son identité, hein. Beaucoup subissent aussi leur identité de départ dans la vie. Vous êtes passé dans ce périple par toutes les émotions possibles, hein, par tout le registre des émotions, par la peur évidemment, par l'espoir, par la culpabilité aussi, de savoir que vous pouviez à tout moment sortir de cette route et reprendre vos habits de journaliste américain, canadien, reprendre votre statut social aussi, hein. Bien sûr. Alors, en fait, j'ai senti même une angoisse parce que on sent la limitation de la possibilité de la solidarité, même si on est dans le même bateau avec quelqu'un, on n'est pas capable vraiment de sentir la même chose qu'eux. Par exemple, moi, j'ai grandi à la côte, sur la côte. Je sais bien nager. J'étais dans un petit bateau, on faisait la croisée le soir avec une quarantaine de gens. Et eux, pour beaucoup parmi eux, et c'était la première fois qu'ils ont vu l'océan dans leur vie. Donc, je ne pouvais pas imaginer leur terreur. Vous partez de Kaboul à l'origine. Quelles vont être les premières étapes de ce périple? Vous dites, on a emprunté la route des passeurs. Elle vous a mené où, cette route-là? Il y a plusieurs routes, en fait, et ça dépend de combien d'argent on peut payer. Donc, il y avait la route le plus directe et le plus facile depuis Kaboul, c'est de prendre un vol à Istanbul. Mais pour ça, il faut avoir un visa, un passeport. Donc, ça coûte cher d'acheter un visa sur le marché noir. C'est plusieurs milliers de dollars. Naturellement, Omar a voulu prendre la route la plus directe, plus facile, le moins dangereuse. Mais il y a eu l'attentat en Turquie et il n'avait plus la possibilité de prendre le visa. Donc, nous avons parti sur la route, on était obligé de partir sur la route terrestre. Le plus difficile, c'est ce qui passe par la frontière de l'Iran, puis ensuite on traverse l'Iran et on croise les montagnes entre la Turquie et l'Iran pour se rendre sur la côte turque ou par les petits bateaux pour les îles grecques. Et vous avez transité aussi par la Turquie, hein? Oui. Et là, Omar avait de la famille aussi là-bas, que vous avez pu retrouver. En fait, c'est sa mère et ses parents et sa sœur sont déjà partis. Ils ont pris le vol, en fait. Ils ont pu prendre des visas, acheter des visas. Donc, ouais, ils attendaient à Istanbul pour nous. Vous avez dû à un moment prendre effectivement un de ces petits bateaux, petits radeaux en caoutchouc avec une quarantaine d'autres passagers à bord. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des hommes. Ils étaient afghans, ils étaient syriens, ils étaient d'autres pays d'Afrique, aussi d'Afrique noire, venus tenter cette traversée avec vous. Comment ça s'est passé? On parle beaucoup de ces traversées en Méditerranée et du danger qu'elles représentent aussi, hein, pour ceux qui embarquent sur ces navires de fortune. Donc, nous étions tous entassés dans des fourgons qui nous ont déposés sur la plage à minuit. Et on a été forcés à embarquer dans un petit radeau pneumatique. Et comme les radeaux, il fait un aller simple, il ne retourne pas. Les passeurs ne vont pas dans les bateaux. Ils désignent un des réfugiés comme conducteur. Et l'île de Lesbos, c'est assez proche pour voir les lumières sur l'horizon. Donc, il te monte dans la direction des lumières. Donc, nous sommes partis à minuit. Bientôt, on était en plein milieu de la mer. Il y avait des vagues. C'était vraiment terrifiant pour des gens. Et le navire a tenu? Le navire est arrivé à bon port? A tenu. En fait, on était arrêtés. Les Turcs ont venu essayer de nous arrêter, mais en fait, on était sauvés par un navire
Norvège, car on a croisé la ligne de la frontière maritime entre la Turquie et la Grèce. Et là, un navire Norvège, du Norvège qui faisait partie de la mission de Frontex, ça veut dire la garde côtière européenne, nous avons sauvé et amené à Lesbos. Il y a les dangers de la mer et puis en fait, il y a aussi quand même les dangers de ces contrôles qui sont menés aux portes de l'Europe. On va écouter à ce sujet les mots de l'anthropologue Michel Agier. S'ils sont passés à la tentative par la Manche, c'est parce que c'était devenu absolument impossible de traverser par le tunnel. Et donc le harcèlement policier encourage ce rejet des étrangers jusque dans la mer. C'est terrible comme image d'ailleurs, puisque l'embarcation était exactement entre les deux frontières britanniques et françaises. Ils ont lancé des appels pendant 12 heures. La police française leur a dit « vous êtes sur le territoire maritime britannique, on ne peut pas intervenir ». Puis les Britanniques les ont laissés chavirer jusqu'à être à nouveau sur la zone française. Et donc c'est exactement là qu'ils sont morts, c'est exactement entre les deux frontières. C'est pour ça que j'ai écrit, et je le dis, que les frontières tuent, mais c'est aussi la folie des États avec l'obsession de la frontière qui fait que des gens sont laissés à mourir, voire sont tués, comme à la frontière avec la Grèce et la Turquie, ou entre la Biélorussie et la Pologne. Voilà, c'est dans cet extrait et ce récit de Michel Agier, le cas d'un navire parti d'un navire parti de France pour aller vers l'Angleterre avec à son bord des réfugiés qui fait naufrage. Et il y a des appels au secours qui sont lancés, mais les autorités britanniques, françaises se renvoient la balle. Personne ne répond à ces appels au secours. Est-ce que vous diriez, vous, Mathieu Aikins, comme l'anthropologue Michel Agier, qu'aujourd'hui les frontières peuvent être meurtrières? Il y a des frontières qui tuent. Oui, c'est absolument la vérité. Le plus qu'on a des contrôles, le plus que les gens sont obligés de prendre des routes plus dangereuses. Et ça veut dire plus de profit pour les trafiquants, pour les passeurs. En fait, ils sont vraiment créés, le marché pour les passeurs, c'est créé par les frontières. Ces frontières qui sont omniprésentes aussi aux portes de l'Europe. On a beaucoup parlé de la Méditerranée ces dernières années. Quel espace représente la Méditerranée pour vous? Qu'est-ce que cette mer? C'est la motte de l'Europe. C'est bien sûr une barrière entre l'Occident et l'Orient, entre l'Europe et des pays sous-développés qui l'entourent. Et donc, ça est devenu la frontière la plus meurtrière du monde, où il y a des milliers de gens qui ont perdu leur vie en pleine mer, avec un nombre d'inconnus. En fait, c'est vraiment une façon de cacher la violence de les frontières. C'est que les gens, souvent, on voit pas leur corps, ils sont perdus en mer. Et c'est quand on a un événement comme celui de Alan Kurdi, le petit garçon kurde syrien qui a perdu sa vie sur la plage en Turquie, qu'on se rend compte de ce violence. Oui, cette image du petit Aylan qui a fait le tour du monde, il y a tout ce qu'on lit dans la presse, il y a ces photos qui parfois nous arrivent, et puis il y a la réalité, ce vécu que vous avez éprouvé avec Omar, qui était donc votre interprète en Afghanistan. Mathieu Aikins, qu'est-ce qui vous a, marqué, étonné, dérouté? Qu'est-ce que vous n'imaginiez pas quand vous avez fait cette traversée? En fait, je n'imaginais pas que les conditions, par exemple, dans le camp à Lesbos pourraient être tellement pénibles, quoi. C'était vraiment inattendu qu'en Europe, dans l'Union européenne, il y aurait des gens qui seront obligés de vivre au milieu d'un désastre humanitaire. Mais c'était en fait une situation qui a été créée par exprès quand ils ont décidé d'essayer de bloquer les réfugiés sur les îles grecques. Donc, on avait des milliers de gens qui arrivaient dans ce camp. C'était vraiment pas possible de les héberger en dignité. Vous êtes resté combien de jours dans le camp de Lesbos? 25? C'est ça, un peu moins d'un mois? À peu près 3 semaines. 3 semaines. Ouais.
Et là, vous avez été dans ce camp, vous avez dû aussi donner vos empreintes. Il y a eu des examens médicaux qui ont été menés. Qu'est-ce qui se passe après? Comment vous arrivez à en partir? Est-ce que Lesbos, c'est vraiment une étape transitoire? Bon, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile qui arrivent sur l'île de Lesbos, sur les îles grecques, ils n'ont pas le droit de continuer en Grèce propre sans passer la première étage de leurs examens, leurs demandes d'asile. Donc, et c'était vraiment difficile de sortir de l'île. Donc, c'était nécessaire, en fait, comme j'ai dit, ces frontières, ces contrôles, ça crée un marché pour les passeurs. C'était nécessaire pour Omar d'aller avec des passeurs, de payer des passeurs pour se rendre à Athènes. Alors, vous allez finir par décider donc que vous ferez apporter un passeport par le biais d'une de vos amies, tandis qu'Omar va prendre, lui, l'avion grâce à un passeur qui va lui donner une carte lituanienne, c'est ça? Ouais. Vous vous retrouvez finalement à Athènes sur cette traversée que vous avez, cette première étape de ce parcours. Vous avez tout le temps été avec Omar. Est-ce qu'il y a des réactions chez lui qui vous ont surpris? Bien sûr, nous avons eu des perspectives différentes sur le voyage. C'est vachement différent de le faire par intérêt, parce que tu es journaliste, tu veux écrire une histoire et de le faire par nécessité, parce que je cherche une meilleure vie, je cherche fuir la guerre dans ton pays. Donc, pour Omar, c'était peut-être moins drôle pour moi que pour moi à certains instants. Lui était souvent un peu déprimé. Il pensait à son avenir, il pensait à son amour. Il avait laissé en Afghanistan? C'est ça, oui. Leila, c'était son amour, c'était la fille du voisin. Et il pensait qu'en allant en Europe, il pouvait en fait gagner sa main. Mais il avait peur que son père allait la marier dans son absence. Et voilà, il songeait beaucoup de son avenir, de son amour. Il était moins peut-être intéressé par l'aventure du voyage que moi. Que vous. Ouais. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés tous les deux, Omar et Leila? Bon, ouais, sans trop gaspiller le fin de l'histoire. On va dire qu'il y a un bon... ouais, c'est une histoire heureuse. Qui se termine plutôt bien pour eux aujourd'hui. Oui. Ouais. Il y a beaucoup la question aussi dans votre livre du regard, de la couleur des peaux aussi, dans ces traversées, de cette manière qu'a le monde de hiérarchiser les hommes et les humanités, aussi en fonction des passeports et des couleurs de peau. On retrouve cela dans un extrait d'un reportage qui a été tourné par les équipes de France 3 à Calais. Vous voyez les deux tentes collées là-bas? C'est là que je vis. On était là avant les Ukrainiens, avant la guerre avec les Russes. Mais quand les Ukrainiens arrivent, on leur donne des endroits où se poser. Mais nous, les Noirs, je ne sais pas pourquoi une telle différence. Ça me rend très triste. Noir, blanc, un réfugié est un réfugié. Moi-même, je n'ai pas de village maintenant, parce que mon village est brûlé à cause de guerre. Est brûlé, et mon père il est plus là, et mes deux frères et deux sœurs ils sont plus là. Ça c'est à cause de guerre, parce qu'il y a des guerres chez les Ukrainiens. Il va y aller à l'Angleterre facilement, et pour nous non. Ils ont fui la même chose et ils sont passés par des choses terribles. Eux on leur dit non, vous c'est pas possible. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'élan qu'il y a eu pour les Ukrainiens, j'étais super contente. Mais quand j'ai entendu qu'à Calais, on ouvrait une auberge de jeunesse alors qu'ici, c'est la bataille tous les jours, non, ça m'a mis en colère. Voilà, témoignage d'un réfugié nigérian, d'un réfugié soudanais, puis pour terminer les mots d'une bénévole du réseau Migration, témoignant de ces différents statuts. Vous parlez, Mathieu Aikins, de migrants, de réfugiés, d'exilés, d'émigrés. Pour vous, les mots sont importants en anglais comme en français? Les mots sont importants, mais j'essaie aussi de montrer comment on ne peut pas
on ne peut pas dessiner des lignes très claires entre eux. Et ce sont des définitions avec un sens politique, en fait. C'est-à-dire les raisons notamment du départ, quand on sépare les migrations économiques, celles dues à la guerre, on crée des statuts de bons et de mauvais réfugiés. Bien sûr, par exemple, en Afghanistan, maintenant, il y a des gens qui crèvent de faim. La faim, c'est créé par la chute du gouvernement, la chute d'un système qu'on a créé là-bas. Et puis, donc, ils sont en fait des victimes de la guerre en Afghanistan. Mais ils partent pour des raisons économiques parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Aujourd'hui, c'est la question que posait le philosophe slovène Slavoj Žižek. Comment l'Afrique, comment le Moyen-Orient regarde ce qui se passe aujourd'hui, avec notamment l'accueil qui est fait aux réfugiés ukrainiens. Il l'appelait à cet accueil, à cette hospitalité. Il l'a jugé nécessaire, mais il disait attention pour l'avenir. Il y a ce regard qui est porté aussi sur nous, Européens, et sur notre capacité à accueillir dans des moments de crise. Oui, bien sûr. Et aussi, je crois que la situation en Ukraine, ça montre d'une façon très intéressante comment les crises de réfugiés sont créées non pas seulement par la guerre ou d'autres catastrophes, mais aussi par des lois, par des frontières. Les Ukrainiens ont pu partir de leur pays, ils ont pu venir en Europe, ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas été obligés d'embaucher des passeurs pour traverser les forêts ou les montagnes. C'est ça la situation, mais c'est ça la situation des Afghans, des Syriens. Ils sont en effet forcés de rester dans leur pays ou forcés de fuir avec des passeurs à cause des lois. Parce qu'ils ont besoin de visa, ils n'ont pas de passeport, ils ont pas le droit de voyager. Comme les Ukrainiens. Et vous dites aussi parfois les passeurs qui ne sont pas pour autant des anges, sont aussi montrés ou traités comme des boucs émissaires un peu faciles de cette crise-là, qui implique énormément d'autres issues. Oui, c'est très facile de dire que c'est la faute des passeurs, mais les passeurs sont créés par des lois et des frontières qui obligent les gens à les utiliser. Pour finir, Mathieu Aikins, est-ce que vous diriez que Omar est un visage de ces migrations aujourd'hui du 21e siècle? Est-ce qu'il est un bon représentant? Son histoire illustre ce que vivent des millions d'hommes comme lui. Bon, c'est son histoire, c'est un individu, mais c'est vrai que dans le figure de Omar et aussi des figures des Afghans comme lui, on voit la complexité de cette issue, que c'est quoi la ligne entre migrants et réfugiés, c'est quoi notre responsabilité pour des gens d'autres pays. Il n'y a pas des réponses simples. Et j'espère dans son histoire, nous allons voir la complexité. Merci beaucoup à vous. Ce livre est à lire, Mathieu Aikins, Les humbles ne craignent pas l'eau, un voyage infiltré, traduit de l'anglais par Charles Bonneau. Merci d'être venu faire cet entretien en français. Et le livre vient de paraître au Seuil aux éditions du Sous-sol. Merci. Merci à vous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour cette Grande Table des idées, à Henri Leblanc pour la Grande Table culture. À la réalisation, c'était Thomas Beau avec Grégory Vallon.